Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et le grand direct de l'actu, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1. Il faudrait réduire de moitié le nombre de parlementaires. Ce serait un bon signal dans un contexte de recherche d'économie budgétaire. Ces propos sont signés Alain Juppé dans un entretien aux Parisiens de jeudi dernier. Alors faut-il tout changer du côté des députés? Est-ce que leur salaire est trop élevé? Est-ce que leurs indemnités sont trop élevées? Est-ce que les députés en font trop ou pas assez? 60 parlementaires seraient d'ailleurs en délicatesse avec le fisc. On vous attend au standard d'Europe 1 39 21. Venez nous dire s'il faut au contraire protéger le statut des députés ou s'il faut entièrement le modifier. On en parlera avec nos invités. À 10h40 au coin des râleurs, vous allez pouvoir agir sur tout ce qui vous agace dans l'actualité. 10h45, notre invité face à vos questions, on parlera de la SNCF qui envisage d'augmenter les tarifs et de durcir les conditions de remboursement des billets du TGV. La SNCF va-t-elle trop loin? Nous serons avec le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et à 10h57, le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. Dans son numéro de mercredi dernier, le Canard enchaîné annonçait donc qu'une soixantaine de parlementaires seraient en délicatesse avec le fisc. Et on a le sentiment depuis quelques jours qu'une fronde est en train de s'organiser contre les députés dans l'opinion publique. Alors, faut-il y voir un pas vers une vie politique plus saine, avec davantage de transparence, ou bien une nouvelle information qui va décrédibiliser une fois de plus les élus de la République, renforçant le tous pourri? Avec nous pour en parler, Géraldine Poirault-Gauvin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère régionale d'Île-de-France, apparentée UMP. Face à vous, Alexis Bachelet, bonjour. Bonjour. Député socialiste des Hauts-de-Seine. Alexis Bachelet, puisque vous êtes député, je commence avec vous. Est-ce que vous sentez en ce moment un peu la cible de toutes les critiques et coupable de tous les maux? Coupable de tous les maux, non. Dans l'esprit Mais des gens. le discrédit, il est là. Bien sûr, le discrédit, il est là. La défiance, elle est très forte aujourd'hui vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique, de droite et gauche confondues, avec des raisons d'ailleurs parfois objectives. C'est-à-dire que ces scandales à répétition et la liste des 60 parlementaires qui probablement pour certains seraient en délicatesse avec le fisc alimentent ce climat, le renforce, malgré, je dois le dire, des mesures fortes qui ont été prises, notamment suite à l'affaire Cahuzac, qui a ici fait des dégâts considérables, et la mise en place, enfin, j'ai envie de dire, d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui contrôle les patrimoines, qui contrôle les conflits d'intérêts, et pour la première fois, on a effectivement un réel contrôle sur l'ensemble des parlementaires, et même au-delà, puisque, vous l'avez lu, les ministres, c'est l'affaire Thévenoud. Alors c'est malheureux parce que effectivement tous ces scandales discréditent et en même temps c'est un signe aussi que les contrôles sont là. C'est-à-dire que si on n'avait pas mis en place cette haute autorité de la transparence de la vie publique, si on n'avait pas permis de donner des moyens indépendants à une autorité indépendante, pas simplement à la justice, parce qu'en plus dans un certain nombre d'affaires il y a parfois eu dans le passé des pressions sur la justice. Si on n'avait pas fait tout ça, probablement, on n'aurait jamais entendu parler de toutes ces affaires. Mais 60 parlementaires, alors on ne connaît pas la liste, elle sera publiée bientôt, ce serait que des hommes d'ailleurs a priori. 60 parlementaires, c'est quand même surprenant de voir autant d'élus qui sont en délicatesse avec le fisc. Ah, mais moi, Il y a quelque chose qui tombe pas rond, non? Ah, moi je suis furieux, je suis en colère, je pousse même un coup de gueule parce que pour moi c'est scandaleux. Évidemment, quand on s'engage dans la vie publique, on devrait être exemplaire. On leur demande pas d'être des saints, mais les impôts, être en règle vis-à-vis de des lois, tout simplement. Respecter la loi, c'est le b.a.-ba. Je vois même pas comment on peut oser se présenter à une élection législative sans être en règle avec le fisc. D'ailleurs, nous avons proposé avec Yann Gallu que désormais, vous savez, quand on est candidat à une élection, on dépose nos candidatures en préfecture et on dépose un certain nombre de documents administratifs. Moi, je propose que désormais, tout candidat aux élections législatives, et pourquoi pas d'ailleurs aux élections municipales, on dépose un quitus fiscal. C'est-à-dire qu'au préalable, on va auprès de l'administration fiscale fait un contrôle, et on a un quitus si on est en règle. Et si on n'est pas en règle, eh ben on peut pas se présenter tout simplement parce que ça suffit maintenant, ces scandales, ça suffit d'avoir 60%, c'est 10% des députés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 90% des gens, dont moi, je vous l'assure, qui payent leurs impôts, qui respectent la loi. Mais pour 10%, on va jeter l'opprobre sur tous les autres, on va discréditer... C'est beaucoup 10% en même mais temps. c'est grave, mais bien sûr que c'est grave, c'est énorme. Mais je vous dis pas le contraire. Ouais. Mais je vous dis que c'est d'autant plus grave qu'il y en a quand même encore une majorité qui tendent vers l'honnêteté, mais que cela paye aussi pour ceux qui sont malhonnêtes. Donc il faut virer les malhonnêtes. Géraldine Poirault-Gauvin, c'est des privilégiés les députés? Moi, je vais répondre à votre question, mais ce que je voudrais réagir quand même pour dire que ce qui est insupportable pour les Français aujourd'hui, les gens qui se serrent la ceinture tous les jours, on leur demande des efforts au quotidien, c'est finalement l'imposture. L'imposture des élus qui prétendent
être ce qu'ils ne sont pas. Et aussi bien au niveau de leur train de vie, au niveau de leur déclaration fiscale, au niveau aussi de leurs convictions. Il y a des députés et des sénateurs et des élus qui mentent sur leurs convictions pour se faire élire et qui après font le contraire de ce qu'ils avaient dit. Donc c'est l'imposture. Ça, il n'y a pas que les députés, il y a des hommes politiques globalement qui le font. Oui, voilà, c'est ça. Alors, l'ensemble des hommes politiques sont peut-être sujets à ça, mais bon, heureusement, pas la majorité. Mais il faut régler ce problème de l'imposture parce que c'est ce qui est insupportable pour les Français. Alors, il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place à la suite de crises graves. Et ce qui est terrible, c'est qu'il faut qu'il y ait des crises graves pour qu'il y ait des changements de comportement. Donc là, aujourd'hui, on parle de 60 parlementaires qui seraient en délicatesse avec le fisc, avec des degrés divers. Hein. Il faut quand même pas mettre tout le monde dans le Faut qu'il démissionne ou pas ? Moi, je pense que ça regarde chacun d'entre eux selon la gravité de la situation. Il y en a qui vont de la fraude fiscale au problème de redressement fiscal. Bon, il faut regarder au cas par cas. Mais ce qui est important, moi, je crois, c'est que les partis politiques fassent le ménage. Je dis clairement les choses. La loi, c'est une bonne chose. Ce que vous avez mis en place avec la haute autorité pour la transparence de la vie politique, c'est une bonne chose. Mais tant que les partis politiques continueront à soutenir les petits copains, c'est-à-dire à donner des investitures à des élus qui sont soit mis en examen, soit fraude, soit pratiquent le clientélisme et qui finalement se font réélire. Parce que vous savez, les électeurs, quand il y a une élection, ils regardent l'étiquette et puis ils vont pas voir la personne même du candidat. Ils vont pas voir si cette personne respecte les lois, etc. Donc finalement, l'étiquette politique, ça donne une garantie aux électeurs. Ils voient UMP, PS, et ils votent selon leurs convictions. Moi, je crois que c'est les partis politiques qu'on doit changer pour changer le comportement. Alors, faut changer les partis politiques, faut changer les règles aussi. Peut-être qu'un député soit indéboulonnable, quelles que soient les affaires dans lesquelles il trempe, ça c'est quand même un scandale, non ? Absolument. Mais je pense que toutes les mesures de moralisation de la vie publique, elles doivent être prises, mais ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin dans deux directions. D'abord, je pense qu'il faut effectivement une profonde rénovation de la vie publique. Nous, on a écrit un livre avec quelques collègues parlementaires, on propose la limitation du cumul des mandats dans le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui est élu pendant 40 ans sur un territoire. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas du clientélisme ? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des petits arrangements entre amis au bout de 40 ans ? Moi, je vois des gens que, quand j'étais gamin, ils étaient déjà là, maires, députés, ministres, et 35 ans après, ils sont toujours là. Mais peut-être parce qu'ils sont bons. Mais c'est pas possible. Il y a les cimetières, mais attendez, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Tout le monde. Attendez, est-ce qu'en politique aujourd'hui, on peut considérer, vu l'état de notre pays, qu'on est dirigé par des petits génies et qu'on n'a pas besoin de remettre tout ça à plat. Voulez-vous faire de la place, quoi. Franchement, non, mais moi, écoutez. Non, oui. Mais moi, je me l'applique. Attendez, vous vous rendez compte ? Je vous propose de m'appliquer une mesure qui a jamais été appliquée à d'autres. Moi, je rentre en politique et je dis tout de suite, cumul des mandats. Dans le temps, cumul des mandats tout court. Je me le suis d'ailleurs appliqué. Je suis député conseiller municipal, mais j'ai quitté toutes les fonctions que j'avais dans une mairie quand j'ai été élu. Donc je m'applique à moi-même des mesures et je propose de les étendre à tout le monde, oui. Et pour l'avenir, moi, ça ne me dérange pas de dire, voilà, si je fais 2 mandats ou 3 mandats, je laisse la place à d'autres. Oui, il faut le faire, il faut y aller. On va voir ce qu'on pense, nos auditeurs, un peu, quel est le regard sur ces députés. Bonjour Marcel. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, Marcel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est quoi votre regard sur ces députés ? C'est des privilégiés ? Bien sûr, c'est des privilégiés. J'aimerais bien que les choses bougent. Donc j'ai envoyé 3 lettres au président de la République. Alors, première chose, ce qui me choque le plus, c'est l'indemnité de frais de vie de 6 000 euros par mois. Que touche 6 412 euros bruts mensuels. Voilà, on est prêt. C'est 5 700 maintenant. Voilà, elle a été réduite. Oh là, c'est affreux. Je sais pas comment vous allez vous en sortir. Non, mais c'est vrai, elle a été réduite. Moi, j'ai fait 35 ans dans le privé, comme cadre commercial. J'avais pas une indemnité de frais de vie. Bon, ça, c'est pas grave. Ce qui me choque aussi, les 9 000 euros de secrétariat. Je pense que si les députés ne cumulaient pas toutes les fonctions, ils pourraient s'occuper beaucoup plus de leur dossier, avoir moins besoin de gens pour leur secrétariat. Alors, on va juste, Marcel, on fait une pause parce qu'on va préciser exactement ce que touche un député plutôt que de donner les chiffres comme ça. Vous m'arrêtez si je me trompe, Alexis Bachelet. Il y a normalement un salaire net d'un député, c'est 5 189,27 € par mois. En plus de ça, donc, il y a l'indemnité de frais de vie, comme disait Marcel, c'est 5 700 €. Et à ça, on rajoute le crédit affecté à la rémunération des collaborateurs qui est de 9 138 € par mois. C'est bien ça. Voilà. Et c'est ça, c'est cette accumulation qui vous choque, Marcel. Tout à fait. Plus tout le reste, la réserve parlementaire, qu'on donne à discrétion, vous en parliez tout à l'heure,
Ça permet de se faire des affidés à vie, certainement. Et puis, autre chose aussi, la retraite des députés, qui est très intéressante, à ce que je crois savoir. Comprenez? Ça choque aussi les gens qui ont travaillé si on fait un mandat. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Géraldine Port-Gauvin? Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec Marcel, et je trouve que l'indemnité de frais de vie, c'est l'indemnité représentative des frais de mandat, devrait être davantage contrôlée. Parce que vous avez deux types de parlementaires. Vous avez des parlementaires qui sont sincères, qui ouvrent une permanence, qui doivent payer un loyer, et donc cette indemnité qui sert à ça, à finalement organiser la vie politique et les relations aux citoyens. Eh bien, ces parlementaires utilisent cette enveloppe pour ça. Donc moi, je vois pas de problème quand c'est vraiment utilisé pour ça. Il y en a d'autres qui se le mettent dans la poche comme complément de salaire. Et il faut savoir que cette enveloppe elle est pas fiscalisée. Personne ne vérifie non plus où va l'argent. Mais alors je peux vous dire que personne, quand vous dites ça dans un parti politique, je sais pas chez vous, mais chez moi c'est très compliqué parce que vous êtes mis au banc de votre parti politique quand vous dénoncez les pratiques, parce que ceux qui sont en place et en poste, ils n'ont pas du tout envie de renier sur leurs avantages. Et moi ce que je dis, c'est que vous faites des propositions, je suis de droite et je vais dans le même sens que vous, parce que moi aussi j'ai envie qu'il y ait une modernisation des pratiques politiques avec une probité mise en avant, la fin du clientélisme, toutes ces valeurs que j'ai envie de porter comme vous, à droite et à gauche. Eh bien, ceux qui sont en poste, vous devez changer les règles. Vous devez déposer une proposition de loi pour changer ces règles, pour qu'il y ait davantage de contrôle. Seul, c'est ça le problème, c'est qu'il va se retrouver un peu seul, Alexis grâce Bachelay. aux médias, grâce au soutien d'un certain nombre de gens dans la population, parce que vous aurez le soutien de nos concitoyens, vous qui avez le pouvoir, moi je suis dans l'opposition, vous qui avez le pouvoir, notre génération, elle a une mission, c'est de changer les règles, et il faut que vous preniez ce pouvoir et que vous l'utilisiez pour... Et pourquoi la droite l'a pas fait quand elle était dans la majorité? Parce que ils n'ont pas eu le courage. Parce que vous savez ce qui se passe quand on rentre dans un parti politique quand même, Jean-Marc, je vous dis un peu la vérité. Eh bien, on essaye de vous mettre dans le système, pas de vous corrompre, mais de vous faire taire. Et après, vous avez des élus, des gens de la nouvelle génération, qui ont peur, qui se disent si jamais je dis trop fort certaines choses, j'aurai peut-être pas l'investiture, on me soutiendra plus, je serai mis au banc de mon parti politique. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et donc, ce qu'il faut, c'est changer les partis politiques en interne. Merci Marcel. En tout cas, on va prendre Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Allô, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites que les députés doivent être plus sanctionnés. Moi, ce que je pense, c'est en fait comme les gendarmes ou les personnes qui travaillent comme la gendarmerie, quand ils font une faute professionnelle ou une faute sur le terrain, ils ont des supérieurs hiérarchiques, donc ce qu'on appelle les bœufs carottes, la police des polices, qui les contrôlent et qui vont faire une enquête indépendante pour voir un petit peu les causes de ce qui a pu se passer. Moi, ce que je pense, c'est ce qu'il faudrait, c'est que tous ces gouvernementaires, toutes ces personnes qui sont à des postes clés comme ministres, parlementaires, tout ça, il faudra qu'ils soient contrôlés par une hiérarchie qui soit carrément au-dessus d'eux et qui soit carrément... Alexis Bachelay, elle existe aujourd'hui, ce contrôle existe, ce qui manque c'est les sanctions. Oui, tout à fait. C'est ça, on a le contrôle mais pas les sanctions. Donc ça sert à rien. Non, il y a déjà des sanctions prévues mais pour être par exemple condamné à de l'inéligibilité, je crois que la sanction qu'il faut appliquer dans un certain nombre de cas, c'est l'inéligibilité. Les gens, s'ils trichent, c'est un programme de François Hollande, proposition 49. Ils font des choses malhonnêtes. Pour un certain nombre, ça peut être pour de l'enrichissement, d'autres ça peut être pour tout simplement rester élu dans le cadre du clientélisme, par exemple, etc. Donc je pense qu'il faut renforcer les délits concernés par de l'inéligibilité. Il y en a déjà. Oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Le clientélisme n'est pas un délit en France. Et c'est là le problème. Oui, mais il faut le faire. Mais vous êtes député, déposez une proposition de loi. Vous serez soutenu par des tas de gens à l'UMP, Moi, j'ai soutenu toutes les mesures. Parce que même quand on a mis en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il y a des gens, notamment dans votre camp, qui étaient contre. Bon, parce que je tiens quand même à le dire, même si aujourd'hui, l'affaire Cahuzac, c'était quand la gauche est au pouvoir, Thévenoud et compagnie, néanmoins, on a réagi. C'est-à-dire qu'on a mis en place des mesures et des contrôles qui n'existaient pas avant. Même sur le travail parlementaire. Même sur le travail parlementaire. Moi d'abord. Mais Thévenoud qui est encore à l'Assemblée, par exemple, c'est un scandale. Mais ça, on peut pas l'obliger à démissionner. Justement, donc c'est mal foutu. Donc ça veut dire que le système, il n'est pas parfait. Vous voudriez qu'il se barre? Moi, je pense qu'il aurait dû démissionner. Ouais. Mais on peut pas l'y obliger. Mais je pense qu'il aurait dû démissionner. Mais ce que je veux dire, c'est que, au-delà de ça, si on discute des moyens des parlementaires, faut pas oublier d'abord que faut quand même qu'on ait des moyens pour travailler. Surtout par rapport à l'exécutif qui lui a tous les pouvoirs. Les administrations sont très puissantes. Nous, on est aussi un contre-pouvoir citoyen. On est là aussi pour faire entendre la parole des citoyens. Si on n'a pas de moyens pour travailler, on n'existe pas. Ça sert plus à rien d'avoir une Assemblée nationale. Il n'y a plus de démocratie. Ceci dit, moi, je pense qu'il faut réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs et renforcer leurs moyens.
C'est-à-dire qu'il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait ces dernières années. Ces dernières années, on n'a pas renforcé les moyens parce qu'y compris le gouvernement n'a pas intérêt à renforcer les moyens des députés parce qu'il y a des députés plus forts, c'est des députés aussi qui peuvent éventuellement créer des rapports de force et en la faveur de nos idées, ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'autre part, je pense qu'il faut réduire le nombre de parlementaires. On est trop nombreux, il y a trop de collègues qui sont pas assez présents, qui servent à rien. Donc, prenons des gens plus honnêtes, plus solides. Alors, on va reparler dans un instant. On va faire une pause dans un instant. On prendra Lucie qui nous dit qu'il faut que les députés comprennent que c'est un mandat et pas une profession. Député ou encore Ludovic qui nous dit j'ai rien contre le salaire des indemnités et les salaires et les indemnités des députés. Il faut juste qu'ils bossent. À tout de suite. C'est Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Des députés trop payés, trop nombreux, trop protégés. Doit-on changer leur statut, le statut des députés? Pour en débattre, Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale d'Île-de-France, apparentée UMP, et Alexis Bachelet, qui est député socialiste des Hauts-de-Seine. Et votre avis au 39-21, on va prendre Lucie tout de suite qui nous appelle de Douai. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous, c'est intéressant, hein, vous dites c'est un mandat, c'est pas une profession, député. Tout à fait. Moi, j'estime que là, il dépend de l'opinion des gens. Déjà, au nombre d'électeurs, il devrait y avoir un certain nombre d'électeurs pour une élection de député. Et puis, ce n'est pas une profession. Hein. Ils s'imaginent tous qu'ils sont élus à vie. Mais ce sont des citoyens comme les autres. Et donc, ils doivent se trouver traités à la même enseigne que tous les citoyens. Ainsi, les indemnités de représentation ne devraient pas être automatiquement données, si vous voulez. Ils devraient faire l'objet de justificatifs. Ainsi, lorsqu'ils reçoivent les élus, j'estime que les locaux des mairies, par exemple, peuvent leur servir pour recevoir les personnes. Au moins, ils sont au plus près du terrain. Tandis que d'autres se servent de cela pour acheter un immeuble pour leur activité dans un premier temps, puis se l'approprient avec les deniers de l'État, donc du citoyen, via les impôts. Et donc ces immeubles devraient revenir à l'État, ou alors pouvoir être loués, utilisés pour les élus de tous bords, ou vendus avec retour des fonds à l'État. Car ce sont des privilégiés lors de leur mandat, mais ils doivent comprendre que ce sont des citoyens comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ils devraient surtout tenir compte des opinions et propositions de leurs militants de base dont ils ne tiennent pas souvent compte. C'est comme au niveau des frais de collaboration. Il faudrait également peut-être faire des contrôles pour voir qu'il n'y ait pas toujours priorité à la famille, mais que l'on prenne aussi des gens extérieurs qui connaissent quand même le droit et des choses comme ça. Mais le problème, Lucie, aussi, c'est qu'on demande aux députés de se réformer eux-mêmes. Donc on leur dit, c'est à vous de décider de vous enlever des avantages. Forcément, c'est impossible. Alors dans ce cas-là, il faudrait faire un référendum pour des gros sujets comme ça. Parce qu'au moins là, tous les citoyens seraient amenés à, à donner leur opinion. Ou alors il faudrait faire j'oublie le mot. C'est pas grave. Alexis Bachelet, vous êtes député socialiste. C'est impossible de vous demander à vous de vous réformer quand même. On marche un peu sur la tête. On va pas vous demander à vous de vous enlever des avantages. Enfin, mais on l'a déjà fait. Oui, d'accord. Je l'ai déjà dit. On a créé. C'est quand même pas le plus simple. Non, évidemment que c'est pas le plus simple. Je pense que le plus simple, ça serait effectivement de demander à des personnes indépendantes de faire un certain nombre de propositions pour aller plus loin dans la direction de la transparence. C'est vous qui devez voter au final, donc c'est ridicule. Non, parce que alors après il y a la voie du référendum. Vous pouvez imaginer faire un référendum, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas forcément tous sur la même ligne. Bien sûr, mais vous vous rendez compte qu'il y a une image qui est en train de monter dans le pays depuis plusieurs mois, une image où franchement les députés qui étaient jusque-là très respectés, très admirés, finalement on se dit que c'est des mecs qui s'en mettent plein les fouilles et qui en ont rien à faire. Mais je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit, il y a un discrédit qui est fort, c'est pour ça que je pense qu'il faut montrer d'abord la bonne volonté des parlementaires dans la transparence, dans la volonté effectivement d'être contrôlé comme tout le monde, y compris sur les impôts. La transparence, ça commence déjà dans la déclaration d'intérêt qui est publiée, d'indiquer votre salaire et le fait que vous touchiez l'indemnité représentative des frais de mandat. Parce que moi, j'ai regardé les déclarations d'intérêt de nombreux députés qui ne mentionnent même pas leur propre salaire dans leur... Donc elle est fausse. Donc la déclaration est fausse. Oui, parce que ça tombe de sens. Comme ça coule de sens, on l'indique pas. Eh ben non, ça coule pas de sens. Parce qu'il y a des tas de députés qui ont honte de gagner ce qu'ils gagnent. Et ben si vous avez honte, personne ne dit rien en fait. Non, et personne ne dit rien. Et je suis très étonnée qu'on ait inventé cette nouvelle notion de député bénévole. Voilà, on apprend avec les déclarations d'intérêt qu'il y a des députés bénévoles. Et ben non, moi je trouve que déjà le premier acte de transparence, c'est de ne pas mentir aux électeurs en faisant la déclaration d'intérêt et d'indiquer qu'ils touchent un salaire de 5 000. Elle est publiée sur internet. Oui, il n'y a pas marqué les indemnités de je vois même pas l'intérêt de le cacher. Mais oui, mais tout ça est public.
la vôtre, vous et l'indiquez ça pas. n'a pas de sens. Excusez-moi, dans votre déclaration d'intérêt, vous ne le marquez pas. Marque pas quoi? Vous marquez pas votre indemnité de député. Je suis désolée. Vous ne marquez pas l'indemnité représentative de frais de mandat. Je tiens pas à vous attaquer personnellement parce que vous faites bouger les lignes à gauche. L'indemnité de représentation Non, n'est mais je suis pas désolée. un revenu. C'est pas un revenu, Ah, je suis désolée. non, Moi, c'est pas un revenu. Non, moi mais je votre l'utilise demande- intégralement. Votre indemnité, vous l'indiquez pas. Je Et suis je pas tiens pas à cumulable. vous attaquer personnellement parce que Mais c'est pas mais vous. c'est Vous pas le êtes sujet. très nombreux à le faire. C'est pas le sujet. S'il C'est fallait pas le le mettre, sujet, je le mais- mets. Si c'était pas demandé, je le mettais pas. C'est marqué. Moi, je suis c'est très demandé. tranquille. Vous relisez votre déclaration d'intérêt. C'est pas la peine d'essayer de descendre le débat à ce niveau-là. C'est pas ça. Moi, Le je premier reviendrai acte- sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être cette honnête déclaration et d'intérêt, pas elle être dans n'existait pas avant, l'imposture. maintenant elle existe. Quand vous avez La transparence des patrimoines, elle est. remplissez-la les bien patrimoines votre sont déclaration consultables, d'intérêt. c'était pas le Je suis cas avant. désolée. Donc moi, n'essayez pas de me prendre en défaut là-dessus. C'est pas que Moi, je je tiens à suis vous de défendre ceux un qui étaient défaut. favorables à toutes Je ces mesures. démontre Et ce moi-même, matin je suis qu'il y a un certain nombre de exemplaire dans la députés qui ne pratique. font Donc, pas. je vois pas l'intérêt de descendre le débat à ce niveau-là. Bah, vous me parlez, par vous contre- m'empêchez de parler. Mais non, mais C'est une écoutez, technique aussi qui est pas très claire. ce que vous dites, Moi, c'est faux. Mais c'est pas faux. C'est N'importe je vois pas qui peut l'intérêt regarder la de descendre déclaration le d'intérêt débat. de Monsieur Bachelet. Oui. Il n'est pas indiqué son indemnité parlementaire. Mais est-ce vous qu'il n'êtes pas fallait le seul. l'indiquer? Est-ce qu'il fallait Il faut l'indiquer? l'indiquer. Il est indiqué. je Il est crois pas. demandé il est demandé d'indiquer Mais votre déclaration d'intérêt. Jean-Marc Morandini a dit tout à l'heure, elle est connue de tous. Mais C'est c'est pas une 5200 euros. raison. Voilà. Je suis pas un C'est député pas bénévole, je suis un une député raison. indemnisé. Et c'est mon seul revenu. Monsieur parce que je Bachelet. suis contre le cumul des mandats. Je me suis dit Très bon, bien. Voilà. Tant mieux si vous êtes Donc, contre le cumul des mandats. Moi, je vais vous parler. Lucie a fait une proposition intéressante. Elle disait qu'il faut que qu'il n'y ait pas de cumul de mandats et que les élus se rappellent qu'il s'agit juste d'un mandat et pas d'une profession. On parle souvent du cumul des mandats, mais il y a le est-ce que vous problème êtes du pour le cumul. non-cumul dans le temps, par exemple. Alors oui, exactement. Je suis d'accord pour le cumul dans le temps, mais moi je veux dire autre chose. C'est le cumul d'une profession qui est incompatible avec l'exercice d'un mandat. Parce que vous avez des gens qui ont des activités professionnelles et un mandat, mais ils n'ont pas le temps pour leur mandat parce que leur activité professionnelle leur prend 39 heures par semaine. Et ça arrive. Il y en a beaucoup qui sont concernés par ça. Je voudrais juste que vous répondiez clairement parce que ça a été un peu compliqué. Alexis Bachelet, Géraldine Poirot-Gauvin vous dit voilà, vous-même vous parlez de transparence et vous n'indiquez pas dans les documents, vous n'indiquez pas votre indemnité de député. C'est vrai ou pas? Mais je n'en sais rien. C'est vous qui l'avez rempli. Mais attendez, je l'ai rempli il y a plusieurs mois, Ouais. ok. Et s'il fallait le mettre, je le mettais. Mais mon seul revenu, ce qu'il faut mettre dans la déclaration d'intérêt, c'est l'ensemble des activités professionnelles qu'on a occupées les 5 années précédentes. Ok, c'est ça qu'on nous demande. Et aussi nos collaborateurs, le nom de nos collaborateurs, savoir si nos collaborateurs Y a ont pas d'autres que activités professionnelles pour lutter contre les conflits d'intérêts. Donc le fait de savoir si mon indemnité y est pas, c'est hors sujet. Mais si, il y a C'est des pas le tas de sujet. parlementaires Ce qu'ils veulent qui l'ont savoir- indiqué. Mais non, mais ne racontez pas n'importe De quoi. gauche, mais je Ce qui raconte pas intéresse n'importe quoi, la je suis haute autorité, désolée de c'est vous le savoir dire. si j'ai d'autres activités professionnelles en plus On peut de mon pas mandat faire de la député. leçon aux gens Mais c'est et ça pas- la vérité. et Mais, pas se mais ne l'appliquer à racontez pas soi-même. n'importe quoi. Je suis désolée. La déclaration de conflit d'intérêt, c'est pour savoir si on a une autre activité professionnelle Oui. à côté de son mandat de député. Et on vous Il est demande évident qu'à partir d'indiquer du moment quels où je sont vos remplis la revenus. déclaration d'intérêt, c'est que je suis député. Mais on vous demande d'indiquer vos revenus, dit Géraldine Mais Poirot-Gauvin. les revenus que j'ai eus ou que j'ai à côté de mon mandat. Voilà. C'est là que vous racontez n'importe Non, quoi. je raconte pas Faut pas n'importe quoi induire les parce gens en qu'il y a erreur beaucoup, en jetant la beaucoup suspicion de en plus sur les gens parlementaires. honnêtes. Donc Non, mais arrêtez il y a avec beaucoup ça. de parlementaires qui ont indiqué qu'ils avaient touché cette indemnité représentative de frais de mandat, qui touchaient une indemnité, et ça, c'est la transparence totale. Et ça, c'est ce que Mais les il y a pas gens de transparence veulent totale sur des faits qui sont savoir. déjà connus. Le mais les montant de gens l'indemnité sont de pas mandat, connus. c'est sur le site internet de l'Assemblée nationale. Oui, mais les gens Tout vont le pas monde sur le le sait. site, Donc forcément. évidemment, moi ce que Ce qui je est fais, important, c'est une déclaration personnelle et c'est une sorte de contrat moral avec les citoyens. Quand vous faites une déclaration, bah vous dites tout, voilà. Même si c'est pas vraiment mais on spécialement dit, demandé, c'est faut dire les tout. déclarations sont contrôlées. Oui, c'est Et vrai. la haute autorité de la transparence m'a répondu pour me dire que j'étais nickel. Mais tant ok mieux. Donc Mais si sauf vous êtes qu'il y a- plus transparente que la haute autorité, c'est Eh que vous ben, êtes peut-être extrêmement bien, fort. Mais peut-être la bien. réalité, c'est que je vois pas l'intérêt de personnaliser le débat, Il s'agit d'essayer pas de me de salir, personnaliser, mais pas de alors vous. Je tiens qu'on pas est dans à vous un salir, je débat l'ai dit. qui est C'est pas vous pour qui êtes moi, concerné, c'est qui concerne beaucoup de tous les parlementaires. élus, y compris vous-même. J'aimerais bien qu'on aille aussi voir peut-être votre patrimoine, Ah, mais y a pas de ce que vous problème. avez fait dans votre vie, parce qu'à Moi, un y a moment aucun donné, problème. ça sert à rien de se jeter comme ça des choses Mais je cherche idiotes. pas à Et vous c'est jeter. alors que c'est pas le sujet. c'est ça en fait Et ça finalement agace qui les gens. énerve les Mais gens. bien sûr, vous voyez bien. C'est que On non mais essaye. c'est que même si vous venez et puis à la fin voilà du débat on va pas savoir si vous êtes clean ou pas clean. Non, mais Ah, monsieur c'est est clean, évident, c'est au pas final. clair. Vous dites la haute autorité Monsieur m'a est clean, répondu. je donc, peux dire que voilà. monsieur est clean. Ah bon bah oui mais, simplement- mais avec ce que vous dites on a le pourquoi sentiment du alors contraire. C'est pas ça, C'est c'est pas nul. ça ce que je dis. Ce C'est que nul. je dis, c'est que dans les déclarations d'intérêt et les formulaires N'importe quoi. qui sont publiés, eh bien, il y a certains députés qui font vraiment toute la transparence et d'autres. Oui mais avec ce discours vous jetez le discrédit en même Mais temps bien sur lui. sûr. Ah, Mais bien mais alors on sûr. peut plus oui. rien Mais dire. bien sûr. Non mais Alors, je on fait la vous langue reproche de pas de bois. le dire, je vous dis Vous voulez juste que je fasse de la langue mais de pas du bois tout au Des contraire. bêtises. Ah bah alors Je vous moi je dis vais faire la juste langue de mais bois, vous dites j'ai des pas de bêtises. Mais problème, non, je mais me vous branche dites des langue de bêtises. bois et puis on va Vous dire. dites des bêtises. La Non, je dis pas déclaration des de conflit bêtises. d'intérêt, c'est pas fait pour ce que Non. vous dites. Donc On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant, vous restez avec nous sur Europe 1, vous êtes nombreux à réagir au
au standard 39 21. À tout de suite. Europe 1.
Doit-on changer le statut des députés, souvent considérés comme étant trop payés, trop nombreux, trop protégés? On en parle dans le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini et ses invités, Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine, et Géraldine Poirot-Gauvin, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, apparentée UMP. Oui, on voit depuis tout à l'heure à quel point le débat est vif et tous les sujets sont abordés. On va prendre Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez ce débat depuis tout à l'heure et vous vous dites, moi j'ai rien contre les salaires des députés et leurs indemnités. Non, de toute façon, il y a quelques années, on ne parlait pas de ça du tout, car il n'y avait pas de crise. Tout ceci est dû à la crise. On demande des efforts aux gens, et comment voulez-vous qu'ils les fassent alors que les députés n'en font pas? Comment voulez-vous que les gens fassent des efforts? Dans tous les pays, les hommes politiques ont fait des efforts. Là, il n'y en a aucun. Ça veut dire qu'il faut baisser les salaires des députés, par exemple? Un effort, M. Morandini, c'est pas simplement baisser son salaire. Mais je voulais parler à M. Bachelet. La dernière fois, il avait parlé à une auditrice, et pour moi, il fait un peu de populisme. Il avait dit à cette auditrice, moi aussi, je mets de l'essence dans ma voiture. Vous savez bien, une polo noire, monsieur Bachelet, je crois. Absolument. Voilà. Mais à cette auditrice, pourquoi vous ne lui avez pas dit aussi que vous avez une carte SNCF première classe? J'ai une carte SNCF comme tous les députés, oui, mais je paye une partie du billet. Voilà. On a effectivement un tarif préférentiel parce qu'on considère que le coût du transport ne doit pas être une entrave au déplacement des parlementaires. Mais vous savez, c'est surtout pour les collègues de province. Oui, moi, j'habite en région parisienne, j'utilise surtout le pass Navigo. Problème, bon. Je n'ai rien contre. Mais cette auditrice avait parlé qu'elle avait 4 centimes de plus sur l'essence qu'elle l'aurait eu. Et elle va devoir la payer, elle. Mais moi aussi. Quand je fais mon plein, je vais les payer, les 4 centimes. Et vous avez la carte première classe. Voilà. Mais je peux pas la rendre. On nous la donne et je m'en sers pas. Encore une fois, je suis pas député. Réfléchissez aussi sur le fait qu'on est 577 et qu'il y a des collègues qui habitent dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Ça coûte assez cher le train. Donc on a considéré peut-être que c'est pas juste. Peut-être qu'ils devraient prendre, qu'on devrait leur supprimer cet avantage et qu'ils devraient prendre sur leur indemnité. Moi, je défends pas les choses par principe. Mais regardons aussi pourquoi. À un moment donné, on a considéré qu'il fallait pas que les députés soient entravés dans leurs déplacements parce qu'on est élu de la nation et qu'on doit pouvoir se déplacer à moindre frais sur l'ensemble du territoire national. Merci Ludovic. On va prendre Emmanuel qui nous appelle de Brest. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Alors moi, je m'étonne parce qu'ils sont tous pour le non-cumul des mandats, mais ils sont tous alors députés, maires. Ils sont non, pas tous. Dans les... Ah, écoutez, quand on regarde un peu, là, j'ai vu il y avait un pronostic la dernière fois. Le numéro 1 a quasiment 23 casquettes, etc. Moi, j'ai un travail, j'ai déjà du mal à assurer. Je comprends pas comment vous faites 23 postes en même temps. Quand on regarde les émissions, de temps en temps, on regarde l'Assemblée, il n'y a jamais personne sur les bancs. Et les lois sont votées, on ne sait pas où ils sont. Moi, si je suis pas présent à mon travail, mon chef vient me chercher, il m'appelle. Là, on les voit jamais. Et effectivement, j'ai l'impression que tous les Français font des efforts, effectivement, parce que c'est la crise, sauf eux. On les voit jamais. Enfin. On n'a pas l'impression que les hommes politiques se sont concernés par ce qui se passe. Et tout leur train de vie, on baissait effectivement leur train de vie, tous les avantages qu'ils ont, ça permettrait de faire des économies qui serviraient à la compétitivité des entreprises. Ouais, je suis pas sûr que faire des économies sur les députés, c'est ça qui va relancer l'économie, Emmanuel. Mais c'est symbolique. Mais je comprends ce que vous dites. C'est symbolique. Mais voilà, ça permettrait que les entreprises soient moins taxées, que les gens soient effectivement, ça permettrait de faire des économies là-dessus. Géraldine Poirot-Gauvin, on sent avec les auditeurs, on sent cette défiance vis-à-vis des politiques, cette défiance vis-à-vis des députés. Ça se sent aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Mais bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est un certain nombre à tirer la sonnette d'alarme sur des bancs différents, mais on est un certain nombre à le dire. Il faut absolument qu'on arrive à changer. Alors changer, ça veut dire plusieurs choses. Changer les comportements, changer le train de vie des élus, parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'avantages qui concernent aussi bien les sénateurs d'ailleurs que les députés, parce que je vois qu'on parle que des députés aujourd'hui. Il y a aussi des sénateurs qui ont un train de vie, un système de retraite et des indemnités représentatives de frais de mandat, etc. Mais aussi il faut que les citoyens soient au rendez-vous, c'est-à-dire que quand on a des élections et que les citoyens ont le choix entre quelqu'un qui a une moralité un peu à géométrie variable et quelqu'un qui est vraiment très honnête, est-ce que les citoyens sont prêts à ne pas voter pour leur étiquette politique mais voter pour la probité? Ça, je me pose la question aux auditeurs, parce que je suis pas sûre que quelqu'un serait capable de voter contre pour quelqu'un qui n'est pas de son camp, parce que pour assainir la vie politique. Moi, j'ai fait une campagne municipale en mars dernier et l'éthique, c'était mon
mon grand dada, mon cheval de bataille, que je voulais lutter contre le clientélisme, etc. Et les gens m'ont dit dans la rue, les gens me disaient, mais attendez, Madame Poirot-Gauvin, mais attendez, vous nous cassez les pieds là. Nous, notre système de clientélisme, on est très content d'avoir les logements sociaux, les places en crèche, parce qu'on connaît, on est dans les petits papiers du maire, etc. Les gens me disaient ça dans la rue, j'ai tombé des nues. J'imaginais qu'on pouvait réformer, et je pensais que les citoyens étaient les meilleurs partenaires. Et les gens me disaient, attendez, moi, excusez-moi, mais le système, il me convient très bien. Donc il y a ça aussi qui joue. On retourne au standard. Bonjour Pierre. Ah, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites que les députés devraient montrer l'exemple. Oui, alors, les députés devraient montrer l'exemple. Quand on voit le cas Thévenoud et tout récemment le cas Carrez, mais je ne comprends pas. Il faut changer le règlement de l'Assemblée. Il faut sortir ces gens-là. Ils ne doivent plus être éligibles. C'est scandaleux. Alors ensuite, quand je vois les députés, ils votent des lois, mais ces mêmes lois ne s'appliquent pas à eux comme aux simples citoyens. Ça n'est pas normal. Et quand je vois les députés, leur indemnité, il y a une partie qui n'est pas fiscalisée. Mais pourquoi ça? Ce sont des citoyens comme les autres. Si la place n'était pas aussi bonne, il y aurait bien moins de candidats. Mais quand on voit à chaque élection tous les candidats qu'il peut y avoir, la place, elle doit être vraiment bonne. Alors qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, selon vous? Eh bien, il faut changer. Il faut des cas comme Thévenoud, dehors. Les députés, leur indemnité, elle doit être entièrement fiscalisée comme le simple salarié, comme tout le monde, quoi. Comme les autres. Ils n'ont pas le droit de voter des lois et ces mêmes lois ne s'appliquent pas à eux. Alexis Bachelet. Bon. Alors, attendez, Alexis vous répond. Mais moi, je vais dans le sens de votre auditeur. Il y a de plus en plus de candidats et de moins en moins d'électeurs. Faites-le à ce moment-là, pourquoi vous attendez? Non, mais il y a de plus en plus de candidats et de moins en moins d'électeurs, donc il faut quand même s'inquiéter dans un système où effectivement on va finir par être élu par une ultra-minorité de citoyens. Donc il y a le problème des partis politiques, oui évidemment il faut les changer, mais il y a le problème des institutions. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que je suis totalement d'accord avec monsieur. Thomas Thévenoud n'aurait jamais dû pouvoir être candidat. Gilles Carrez, si effectivement il a dissimulé, j'en sais rien. Je pense qu'il a peut-être pas dissimulé, il a pu faire une erreur de déclaration. Mais s'il a fait une dissimulation, il n'aurait pas dû pouvoir être candidat. Donc c'est pour ça que la mesure du quitus fiscal en amont est une solution. C'est la solution la plus efficace parce que objectivement, forcer quelqu'un à démissionner, c'est des systèmes très compliqués à mettre en place. Mais il faut qu'il y ait un système où la personne puisse... Il faut qu'il y ait un système de prévention et de contrôle en amont qui ne puisse plus jamais y avoir de Thévenoud, de Carrez ou d'autres. Oui, mais le problème, et s'il y en a 60, il faut effectivement... C'est les partis politiques qui posent le problème. 60, par exemple, eux qui présentent les candidats. Par exemple, là, aux prochaines élections législatives, les 60 là, il faudrait qu'ils ne soient plus investis par leur parti si effectivement il est avéré qu'ils ont fraudé le fisc. Voilà. Il faut deux niveaux de contrôle. Il faut un niveau de contrôle administratif, mais il faut aussi que les partis politiques fassent le ménage. Et comment contraindre le parti politique à présenter des candidats qui sont irréprochables? C'est ça aussi la question. Parce qu'on parle de candidats irréprochables. Vous parliez de 60 hommes qui étaient concernés pour les parlementaires. Je remarque que ça risque pas d'être des femmes, parce que vu le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Alors déjà, moi ce que je dis, c'est très simple, c'est que les financements publics qu'on donne aux partis politiques ne devraient plus être donnés aux partis politiques qui ne pratiquent pas la parité et qui présentent des candidats qui ne sont pas exemplaires. Voilà, merci Pierre. Merci, on va prendre Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Vous dites qu'il y a trop de députés et trop bien payés. Oui, il y a une chose qu'ils ont complètement oubliée, c'est que dans quel monde vivent-ils? Le monde a changé. Nous sommes en pleine mutation. Il y a de plus en plus de bouleversements. Et l'exemple doit venir du haut. Bien sûr. Ça me paraît évident. Et il faut baisser le nombre de députés pour vous, Jean-Michel? Il y a beaucoup trop de députés. Et en plus, dans les autres pays, il y a trop d'avantages. De droite et de gauche, c'est pas normal. En plus, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que maintenant, les gens ne sont pas idiots. Ouais. Je suis désolé Jean-Michel, on vous entend très mal, hein. La liaison est très mauvaise avec vous, mais on a compris. Géraldine Poirot-Gauvin. Oui, sur ce point, effectivement, il faut peut-être baisser le nombre de parlementaires, mais effectivement, je suis d'accord sur un point, c'est l'enveloppe qui sert à payer les collaborateurs. Pourquoi c'est important de maintenir, à mon avis, cette enveloppe? C'est que les collaborateurs, finalement, ils sont au service des concitoyens. Parce que qu'est-ce que fait un collaborateur parlementaire? Il répond aux courriers des administrés, il règle des situations, il travaille sur les propositions de loi et les projets de loi. Donc je pense que cette enveloppe, d'abord c'est des emplois, donc c'est positif, et en plus ça permet de mieux servir nos concitoyens. Donc je pense que cette enveloppe c'est peut-être la seule sur laquelle il faudrait pas rogner. 39-21, Eric, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous aviez envie d'intervenir dans ce débat. Hein. Ouais, c'est une question toute bête, c'est par rapport au reste de l'Europe.
la France, avec ses députés, elle se situe comment au niveau des revenus pour les députés? Sur les dans revenus les autres pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne. On n'est pas parmi les mieux indemnisés, si vous voulez, par rapport à d'autres parlements. On n'est pas très au-dessus. Par contre, ce qui est probable, c'est qu'on a un retard en matière de transparence, mais ça, on en a déjà parlé. Et on a aussi un retard peut-être en termes de moyens. C'est-à-dire que, à mon avis, dans les autres parlements, les députés sont plus contrôlés. Et ils ont aussi parfois plus de moyens pour exercer leur mandat, comme vient de le dire Géraldine, parce qu'effectivement, on a besoin d'un Parlement solide. Le Parlement, c'est quand même le cœur de la démocratie. Et aujourd'hui, on a un Parlement en France qui est faible, et je pense qu'il est aussi faible pour deux raisons. D'abord parce qu'on a trop de députés. Je pense qu'on ferait mieux d'avoir moins de députés avec plus de moyens, et parce qu'il y a beaucoup de cumul des mandats, et que beaucoup de collègues, malheureusement, viennent le mardi matin et repartent le mercredi après-midi dans leur mairie, dans leur conseil général, et que ça nuit à la qualité du travail parlementaire, parce qu'on n'a pas effectivement des gens qui font leur travail correctement. Il faut juste faire un seul job. Un point. Absolument. Alors, juste Eric, pour répondre à votre question, parce que pendant que vous la posiez, on a cherché la réponse à votre question. Si on fait le cumul de tout ce qu'on donne à un député par mois, en France, on arrive à 13 512 euros. Et sur la Grèce, en Grèce, ils gagnent plus, ils gagnent 17 770. En Italie, ils gagnent moins, 10 435. En Allemagne, 6 700 contre 13 512 en France. Ça veut dire, en Allemagne, c'est mais en Allemagne, parce qu'ils n'ont pas les frais de mandat, et qu'ils ont un système différent de mandat, de remboursement des moyens du mandat. On donne tout le temps l'Allemagne en exemple, et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, voilà, ce sera la proposition du jour. Merci Géraldine Poirot-Gauvin d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, conseillère régionale Île-de-France, apparentée UMP. Merci Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine. Dans un instant, on parlera de la SNCF qui envisage aussi d'augmenter les tarifs et de durcir les conditions de remboursement des billets TGV. Et tout de suite, c'est le coin des râleurs. Vous réagissez sur tout ce qui vous agace dans l'actualité. Vous laissez vos coups de gueule au 39 21. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. J'appelle pour relais. Je suis scandalisée. Là, il y en a marre. Ça devient très désagréable. Oui, bonjour Jean-Marc et jolie Julie, c'est Ida. Je vous appelle pour pousser mon coup de gueule puisqu'on est en train de changer d'horaire. J'espère que le gouvernement trouvera les moyens en ce moment de faire le nécessaire pour éviter que justement chaque année on change d'heure. Il y en a assez depuis je ne sais pas combien d'années, ça ne rime à rien et à chaque fois il faut remonter les pendules et tout ça, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est un peu la pagaille. Merci et toujours bonne émission à vous. Au revoir. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, c'est Bernard Depeau. Ah là là, je râle ce week-end contre tous les médias qui à l'unanimité nous disent qu'en ce week-end de changement d'heure, on va pouvoir dormir 1 heure de plus. Ainsi donc, pour vous, ces arrangements intempestifs avec l'heure solaire se résument pour le changement du mois de mars à 1 heure de plus de soleil, et pour le changement là du mois d'octobre à 1 heure de plus de sommeil. Je crois que vous feriez mieux de vous pencher sérieusement sur les vrais effets nocifs de ces changements d'heure plutôt que d'essayer de nous endormir 1 heure de plus avec votre pensée unique. Allez, bonne journée à tous qui de toute façon, et comme depuis toujours, ne fera ni plus ni moins que 24 heures. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, c'est Emma au téléphone. Je vous appelle en fait pour pousser mon coup de gueule concernant les nouveaux rythmes scolaires en fait. Ils ne sont absolument pas adaptés aux enfants, ils sont épuisés, fatigués, irritables, ils n'en peuvent plus. Et je trouve ça inadmissible qu'on continue à les laisser dans cette situation. Donc je voulais que tout le monde soit informé du fait qu'il y a un boycott national de l'école le mercredi 5 novembre et qu'on demande à tous les parents qui sont contre cette réforme, qui se rendent compte que leurs enfants sont épuisés, qu'ils apprennent moins bien et qu'ils se sentent moins bien à l'école, de ne pas les emmener à l'école le mercredi 5 novembre pour vraiment prouver à l'éducation nationale qu'ils se sont complètement plantés et qu'il y en a marre de changer des choses qui fonctionnent et de mettre en place des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, je vous remercie, bonne journée, au revoir. Oui, Jean-Marc et Julie, je pensais si le général à Colombey, les deux églises se réveillaient et s'ils voyaient ce triste spectacle de nos hommes politiques. On apprend ce week-end par la presse, c'est à la chaîne télé, les chaînes info, une chaîne de radio, Gilles Carrez, président de la commission des finances, UMP, député, qui aurait eu une phobie fiscale, lui. Une phobie fiscale. Alors, il l'a presque reconnu, mais enfin...
c'est quand même une très grave erreur pour un aussi éminent homme politique qui est président de la commission des finances, quoi. On a eu Thomas Thévenot, phobie administrative. On a eu Lavrieux, Copé, Big Malion et toute la clique qui ont une phobie de je ne sais quoi, ceux-là. Nous avons les Thénardier de Levallois-Perret. La semaine prochaine, on va avoir peut-être une liste de 60 députés qui, fiscalement, paraît-il, seraient très limite. Pendant ce temps-là, nous, on navigue tranquillement avec nos 1500 € par mois et c'est pas demain qu'on sera à l'ISF. Voilà, général, réveille-toi. Oui, c'est vrai, ils sont devenus complètement dingues. Au revoir, merci. Merci pour vos messages, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous venez, vous poussez vos coups de gueule en toute liberté sur Europe 1. Dans un instant, on va parler du TGV. Trop de gares, trop d'arrêts, des billets pas assez chers. La SNCF veut tout changer. On entendra le coup de gueule de notre invité qui est Jean Sivardière, président de la Fédération nationale des associations des usagers des transports, qui dit « Arrêtez de ne penser qu'à l'argent ». C'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Jean Sivardière, président de la Fédération nationale des associations d'usagers, la SNCF qui envisage d'augmenter les tarifs, de durcir les conditions de remboursement des billets TGV pour rétablir la rentabilité de ces lignes à grande vitesse. Les voitures-bars pourraient même disparaître pour les petits trajets, mais ce n'est pas tout. Il y a ce rapport publié jeudi dernier qui préconise de concentrer les moyens financiers plutôt sur l'entretien du réseau existant que sur le financement des projets non rentables. Alors qu'en pensez-vous? On vous attend au 39 21 standard d'Europe 1. Jean Sivardière, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que finalement c'est pas logique aujourd'hui que la SNCF se préoccupe de la rentabilité? Il est tout à fait naturel que l'entreprise SNCF se préoccupe de la rentabilité du TGV. C'est aussi le cas des magistrats de la Cour des comptes. Mais encore faut-il avoir une approche réaliste de ce problème de rentabilité. Et par exemple, si on considère ce que raconte la Cour des comptes sur cette affaire, on s'aperçoit qu'elle dit beaucoup d'erreurs factuelles et que ses préconisations commerciales en particulier sont à notre avis tout à fait à côté de la plaque. Alors la Cour des comptes, on va le dire clairement, parle de prévision de trafic surestimé, de grande vitesse pas toujours pertinente, de rentabilité insuffisante en raison d'une politique de construction systématique de lignes. Le réseau ferroviaire français à grande vitesse est peu cohérent et trop coûteux, dit la Cour des comptes. Bien, je crois qu'il faudrait d'abord que la Cour des comptes dise quelles lignes à grande vitesse ont été construites de manière inutile. Ça, elle se garde bien de le dire. Par contre, elle critique dans certains cas, à juste titre, certains projets. C'est le cas du projet de LGV Poitiers-Limoges, qui est défendu uniquement par quelques grands élus du Limousin et le chef de l'État, malheureusement. Ce projet est un projet mal conçu, qui pourrait être éliminé aisément au profit d'investissements beaucoup plus rationnels sur le réseau ferré classique, c'est-à-dire sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse. La Cour des comptes dénonce également le positionnement complètement absurde d'un certain nombre de gares TGV qui ont été construites à la campagne, loin des centres-villes, c'est-à-dire sans connexion avec les TER, les trains TER, avec les cars départementaux, avec les transports urbains. Donc, dans un certain nombre de cas, la Cour des comptes fait des critiques qui nous semblent tout à fait justifiées. Par contre, ce que nous critiquons, c'est le fait qu'elle se mêle d'exploitation ferroviaire ou de considérations environnementales, alors que manifestement, elle n'en a pas la compétence. Oui, mais quand on découvre que les TGV passent en moyenne 40% de leur temps sur des lignes classiques, on se dit que ça n'a pas beaucoup de sens en fait. On a des super trains qui peuvent aller super vite et on les met sur des lignes classiques où ils vont à la vitesse d'un corail. Eh bien, précisément, la Cour des comptes ne comprend à notre avis absolument rien à ce problème. Elle confond l'aérotrain et le TGV. La grande force du TGV, c'est de pouvoir circuler à la fois sur des lignes à grande vitesse et sur des lignes classiques et d'aller ainsi desservir des localités très importantes qui ne sont pas situées sur les lignes à grande vitesse. C'est un point fondamental et nous nous étonnons que la Cour des comptes n'ait pas compris ce point. Alors Jean Sivardière, je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Vous avez entendu ce week-end les annonces faites par la SNCF, en tout cas les bruits selon lesquels la SNCF pourrait annoncer une augmentation des tarifs, un durcissement des conditions de remboursement des billets et même la disparition des voitures-bars sur les trajets de moins de 3 heures. Est-ce que pour vous, c'est une solution ? À notre avis, ce sont des orientations très dangereuses qui risquent d'être contre-productives. Par exemple, si on durcit les conditions de remboursement des billets, cela va complexifier l'accès au train et on concurrencera beaucoup plus difficilement l'automobile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut simplifier la tarification et en particulier écréter les tarifs de dernière minute sur le TGV. Ces tarifs sont excessifs et ils donnent une mauvaise image de marque du TGV parce que à côté de ces tarifs excessifs, il y a aussi des petits prix qui sont souvent très compétitif avec le prix de l'autocar, de l'avion à bas prix ou encore du covoiturage. Et le covoiturage, c'est l'une des solutions pour vous? Non, nous pensons que bien sûr, c'est une solution pour un certain nombre de gens, comme l'autocar d'ailleurs, qui ont peu de moyens financiers. Je pense typiquement à des étudiants, par exemple. Mais le risque, c'est que le covoiturage se développe au-delà de ce créneau et ne finisse par fragiliser l'ensemble du système ferroviaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une solution pour lutter contre les décisions que veut, semble-t-il, prendre la SNCF? Parce que les usagers sont un peu démunis. Si la SNCF décide d'augmenter demain les premières classes de 9 ou 10 euros, de supprimer les voitures bars, finalement personne ne va pouvoir faire grand-chose contre ça. Alors effectivement, la SNCF dispose d'un très grand pouvoir, mais je rappelle que dans la loi portant réforme ferroviaire qui a été votée au mois de juillet dernier, il est dit que c'est l'État qui doit être le pilote de la politique ferroviaire. Et il est prévu d'ailleurs un schéma la mise au point d'un schéma des services ferroviaires qui doit être présenté par l'État et validé par le Parlement. Et dans ce cadre, l'État peut fort bien imposer à la SNCF des attitudes plus réalistes, plus conformes à la fois aux besoins des voyageurs et aux besoins de l'aménagement du territoire. Et je voudrais qu'on revienne également sur une des propositions de la Cour des comptes qui propose de remplacer ces lignes grande vitesse par un aménagement des lignes classiques qui permettrait au train d'aller à 200 km/h. Ça, c'est du concret, non ? C'est du concret, mais malheureusement, c'est une illusion. Pourquoi ? Parce que quand on prend une ligne classique, prenez la ligne Bordeaux-Toulouse, par exemple, qu'il est prévu de doubler par une ligne à grande vitesse. Avec une ligne à grande vitesse, vous gagnez 1 heure de trajet. Si vous cherchez à passer à 200 à l'heure la vitesse des trains sur la ligne classique, vous ne gagnerez qu'un temps tout à fait marginal. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir passer une ligne à 200 km/h sans dépenser des sommes folles, il faut que le tracé soit favorable. Or, sur l'ensemble du réseau ferroviaire classique, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 km de lignes qui sont accessibles à la vitesse de 200 km/h et il n'y en a guère que 500 supplémentaires qui pourraient l'être. Par conséquent, c'est une illusion. On a besoin à la fois de financer le réseau classique, sa modernisation, mais aussi de créer de nouvelles lignes à grande vitesse. Alors, 39-21, on va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Tremblay en France et vous dites qu'il y a une autre solution pour faire des économies. Oui, je dis qu'il y a une autre solution car si la SNCF commençait à supprimer les milliers de billets qu'elle offre à son personnel et à toute leur famille, et ce à vie, je pense que ça ferait des économies parce que contrairement à Air France, quand vous pouvez avoir des billets gratuits chez Air France, il faut que l'avion soit vide. Oui, qu'il y ait de la place en tout cas. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas à la SNCF, c'est ça? Ce qui n'est pas le cas à la SNCF. La SNCF, quand vous êtes un ancien employé de la SNCF, vous pouvez réserver vos billets, ce qui est au détriment de gens payants. Mais Thierry, quand vous entendez la SNCF qui dit voilà, par exemple, on va supprimer les voitures bars sur les trajets de moins de 3 heures parce que c'est pas rentable, qu'est-ce que vous dites? Ça n'a pas d'intérêt? C'est aller trop loin? Mais ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que vous faites dans un train quand vous passez 3 heures? Vous êtes content d'aller prendre un café, un truc. En plus, au prix où ils pratiquent, je pense pas qu'ils perdent beaucoup d'argent. Ouais, c'est un recul du service pour vous, Thierry. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Jean Sivardière, ça fait partie des petits détails que veut supprimer la SNCF. On a du mal à comprendre pourquoi, au fond. Eh bien, la SNCF veut supprimer les bars pour récupérer de l'espace, pour loger davantage de voyageurs dans ces rames. Mais nous pensons que l'augmentation de capacité sera de toute manière assez faible et finalement contre-productive parce que, comme vient de le dire votre auditeur, les voyageurs aiment aller au bar. Tous n'y vont pas, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un service annexe qu'offre la SNCF et qui est très attractif pour la clientèle. Merci Jean Sivardière d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports pour faire le point sur ces annonces de la SNCF. Une pause et dans un instant, le dernier mot de l'actu. Restez avec nous, c'est Europe 1. Europe 1, le grand direct. Le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et le premier mot c'est SNCF. Ah oui, on vient de parler de la SNCF qui veut augmenter les tarifs des TGV. Donc le train augmente et c'est notre train de vie qui diminue, dis donc. En plus. Changement. La SNCF veut donc faire plein de changements, réduire le nombre de gares, augmenter les billets. Le seul truc qui
qui ne va pas changer, c'est que les trains seront toujours en retard. Ça, non, ça changera pas. Question. Vous avez posé cette question à nos auditeurs, Jean-Marc. La SNCF va-t-elle trop loin? En fait, tout dépend de la destination, quoi. Faut juste descendre à la bonne gare. Député. Dans le débat, votre invité, le député socialiste Alexis Bachelet, a bien fait de venir. Il a été attaqué de toutes parts ce matin, accusé de ne pas avoir bien rempli sa déclaration d'intérêt, accusé d'avoir une carte SNCF. Enfin, la plus grande honte pour lui, c'est quand on a appris qu'il roulait en polo noir, quand même. Fisc. Vous l'avez rappelé, une soixantaine de députés seraient en délicatesse avec le fisc. Après les frondeurs du PS, voici donc les fraudeurs de tous les partis. Redressement. Gilles Carré, le président de la commission des finances de l'Assemblée, risque par exemple un redressement fiscal. Visiblement, les impôts, il n'en a rien à carrer. On a parlé tout le week-end de ces jeunes déguisés en clowns qui sèment la terreur dans le Nord. À Paris, des clowns sont déguisés en députés à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire, ils font peur aussi. Et puis foie. Et dans le grand direct de la santé, vous allez parler du foie dans un instant. On va apprendre que le foie est un organe divin. Ah oui, comme disait Ophélie Winter, Dieu m'a donné un foie. Allez, merci beaucoup. Thomas Joubert.